Salut, moi c'est Marcus et vous écoutez Un homme en retard. Un homme en retard, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast qui relie société et culture. C'est un peu une sorte d'objet évolutif, une sorte de journal intime. L'idée c'est que je passe par le prisme personnel pour vous parler de choses qui peuvent potentiellement vous toucher, vous parler. Il y a des revues, il y a des interviews, mais la plupart du temps, en réalité, c'est moi dans mon lit qui va digresser, palabrer pendant 1 heure, voire plus, rarement plus. Enfin, j'essaie de pas faire plus. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et vous dire ce que vous pensez de cet épisode. Et bisous. Bonjour. J'essaye de refaire un podcast filmé, mais je sais pas du tout si j'aurai assez de place sur mon ordinateur, parce que là je filme avec la caméra de mon ordi. Donc écoutez, on est là pour une petite aventure, on va voir, ça se trouve ça va se couper. Et il faudra que je fasse autrement. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, il fait super beau. J'ai ouvert la fenêtre de mon appart là, il y a de la lumière. Tu sais, c'est un samedi, t'es content, t'as fait une grasse mat, t'es heureux, là je suis encore en pyjama. Et je me suis réveillé en écoutant une musique et je me suis dit mais en fait je vais faire un podcast autour de ce sujet-là. Cette musique m'a inspiré ce podcast. Cette musique c'est The Fools Who Dreams. La version, l'audition du personnage d'Emma Stone dans La La Land. Je sais pas si c'est votre cas, mais parfois il y a des musiques, tu les écoutes pendant des années, et puis tu les écoutes, mais c'est pas que tu les comprends pas, mais tu te laisses emporter par la musique plus que par les paroles. Alors déjà, moi j'ai vu La La Land bien après tout le monde, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Mais pour le coup, tu vois, cette musique, je savais de quoi elle parlait, tu vois, c'est To the Fools Who Dream, c'est pour les fous, pour les imbéciles qui rêvent de vivre de leur art, pour les artistes, enfin bon, je vous dis pas le nombre d'édits sur Tumblr et sur TikTok que j'ai vu, tu vois, avec cette musique. Je comprenais un peu ce que ça signifiait. Mais ce matin, j'ai écouté la musique et j'ai écouté les paroles. En fait, cette scène dans le film, c'est le personnage d'Emma Stone qui après des centaines et des centaines de castings se dit non mais en vrai je vais arrêter, j'arrête, j'en ai marre. Et le personnage de Ryan Gosling revient la chercher dans son bled en lui disant t'as une audition et je sais que c'est fait pour toi, il faut que t'y ailles. Donc elle arrive un peu fatiguée quoi. Elle a envie de la voir mais tu sens que pour le coup, il y a beaucoup moins de performance. C'est quelque chose de plus personnel, quelque chose de beaucoup plus naïf. Elle vient et elle raconte une histoire. Elle raconte l'histoire du fait que sa tante avait vécu à Paris et que sa tante, en fait, lui a raconté une anecdote, qu'elle a sauté dans la Seine, qu'après, pendant 1 mois, elle éternuait. Et en fait, c'est à travers le personnage de sa tante, c'est grâce à sa tante qu'elle a pu devenir a fool who's dreaming. Tu vois, c'est grâce à sa tante qu'elle a pu rêver de l'art parce que sa tante était artiste. Et j'ai trouvé ça hyper beau et ça m'a rappelé aussi à quel point je considère que c'est ça la notion de privilège. Alors que c'est rien, qu'on devrait tous avoir le droit à ça, mais au moins avoir un exemple, avoir cette petite lumière qui te permet de réaliser que tu peux rêver, que tu peux te dire je serai comédien, je serai comédienne, je serai chanteur, je serai danseur, je serai auteur, avoir cette petite lueur d'espoir, rien que pour te dire que c'est possible et que ça existe. Et c'est le point commun entre toute personne qui a pu se lancer un peu dans cet univers-là. Il y en a quelques-uns, ça leur tombe dessus. Ils ont eu ce cours de théâtre, ils ont fait ce cours, où ils ont fait ce casting sauvage. Et puis soudainement, paf, en fait, tu vois, la carrière était lancée. Mais rien que pour oser, rien que pour passer un casting, rien que pour tenter, faut avoir cette tente un peu cinglée qui se jette dans la scène. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc en écoutant cette musique, je savais pas si j'avais envie d'en faire un article sur Substack. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas divagué juste avec un micro. Du coup, je sais pas exactement ce que je veux vous raconter. Peut-être que j'ai envie de vous parler de ces quelques personnes qui ne font pas partie de ma famille. Parce que moi, dans ma famille, il y a personne qui est artiste, il y a personne qui est journaliste, il y a personne que... Moi, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, quoi. Quand j'ai dit que j'allais être journaliste, déjà, dans ma famille, les gens, ils étaient en mode « What? You wanna live in Taiwan? » J'espère que vous avez regardé White Lotus saison 3.
et que vous aurez cette ref. Voilà. Sinon c'est ok, c'est une safe place, je vous shame pas. Mais Parker Posey dans White Lotus saison 3, she's getting that Emmy, you guys. She's getting that Emmy. Anyway, tout ça pour vous dire que peut-être que j'avais envie de vous parler de ces inspirations, peut-être que j'avais envie de vous parler de ces personnes qui m'ont donné envie de rêver. Et en l'occurrence, moi, c'est notamment grâce au cinéma, évidemment. Et donc voilà, je pense que je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc je vous laisse avec la suite de ce podcast. On croise les doigts pour que y ait assez de place sur mon ordi pour que je puisse continuer à le filmer. Parce qu'en vrai, ça date. J'ai fait qu'un seul podcast filmé dans ma life. Voilà, comme ça vous pouvez un peu voir mon chez moi. Et puis je vous laisse avec la suite de cet épisode. Alors, est-ce que je garde ce setting ou est-ce que je me mets avec mon sublime, exceptionnel mur et je me fous sur mon canapé? Ça peut aussi être un lifestyle. On essaye, attendez. On essaye. Comme ça, je me mets genre au soleil. Ça serait zinzin un peu cette affaire. Attends. Qu'est-ce qu'on se dit? Ça peut give un peu. Peut-être qu'on fait ça. Je baisse un peu la caméra. Alors, The Fools Who Dreams. À chaque fois que je vais en soirée, parce qu'il faut quand même dire qu'à Paris, t'es amené à rencontrer plus de gens qui font partie de cette catégorie que j'appelle les saltimbanques. Et à chaque fois que je vais en soirée et que je rencontre quelqu'un qui va être chanteur ou qui est chanteur, je leur dis waouh, c'est zinzin cette histoire. Je leur dis c'est fou en vrai parce que avoir l'audace, tu vois, de dire ouais en vrai je serais chanteur. Ouais je serais chanteur, ouais je chante assez bien pour en faire mon métier, c'est tellement mon truc que c'est cette vie-là ou rien. Je trouve ça tellement admirable. Parce que j'ai l'impression que quand t'es rêveur, tu peux vite être catalogué comme enfant, tu vois. Moi, il y a des sortes d'ambitions que j'ai tout de suite stoppées, mais tout seul, hein. Personne m'a dit de les stopper, mais je les ai stoppées tout seul, tu vois. Je les ai stoppées tout seul. Ça, c'est un truc que t'entends des enfants dire, ouais, je serais chanteur, et ils y croient, quoi. Et je trouve ça beau. Et c'est un truc qu'on perd au fur et à mesure du temps parce que la vie. Mais moi, j'ai l'impression que même enfant, je m'octroyais grave pas de rêver. Je rêvais de fou malade, j'étais absolument rêveur. Là, ce poster n'a pas fait le chemin avec moi, il est resté chez mes parents, mais pendant très longtemps, j'avais un poster d'Amélie Poulain parce que quand j'ai vu ce film, encore une fois très tardivement, hein, je pense que j'étais déjà à la fac, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On fait un film sur moi et on me prévient pas. Genre, qu'est-ce que j'ai relate au personnage d'Amélie, tu vois, c'est ces gens qui préfèrent vivre dans leur tête des scénarios et jamais tenter de se risquer à les concrétiser. Mais j'ai l'impression, peut-être mon envie de toujours vouloir grandir trop vite, et le fait qu'on m'ait toujours dit que j'étais mature, du coup, je pense que c'était un peu une sorte de flex. J'étais un peu en mode, ouais, moi, je suis pas comme les autres enfants, en fait. Moi, je suis mature, en fait. Moi, j'adore parler avec les adultes. I'm a big boy. Ce truc un peu de, bon, bah, très rapidement, je me suis censuré tout seul. Et personne ne m'a dit de faire ça. Hein. Certainement pas mes parents, d'ailleurs. Et donc, par exemple, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais moi, je suis tombé amoureux du journalisme grâce à l'écriture à la base. Parce que j'adorais écrire. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis dit, bah, tu peux pas être écrivain. Je me suis dit, non, tu peux pas être auteur. Donc tu seras journaliste. Genre, ça a tout de suite été la version un peu plus sérieuse de mon ambition d'écriture. Je me suis dit, bon, bah, je serai journaliste. Alors que, hilarant, mais en même temps, l'une des choses qui m'a donné envie d'être journaliste, c'est bien le grand journal, hein. Ça aussi, plein de fois, je l'ai dit dans ce podcast. Qui se rappelle? Le monde des médias pré-Bolloré. Qui se rappelle, en fait, là, vous vous rappelez ou pas? C'était sexy, c'était sans cesse. Et donc, vraiment, c'était cette envie, je sais pas, soit d'être interviewé par Michel Denisot, soit d'être Michel Denisot qui m'a un peu donné envie de faire ce métier, en plus de ma passion pour l'écriture. Mon écran qui veut que s'éteindre. Attendez, peut-être je vais dans mes paramètres pour pas devoir faire ça, parce qu'on sait déjà que ce podcast va être long. Qu'est-ce que je fais? Écran verrouillé. Et là, je mets
pendant 20 minutes. Éteindre l'écran, non, pendant 1 heure. La consommation d'énergie peut être plus élevée lorsque le Mac ne s'éteint pas. Bon bah écoutez, on prend le risque les amis, non? Allez, c'est parti. Anyway, du coup, grave Michel Denisot en fait, et les Miss Météo, pareil, ça c'était mes sœurs spirituelles, je les trouvais magnifiques, drôles, insolentes. Elles ont absolument participé à la création de la personne que je suis, avec du recul. Bref, et pourtant ce rejet de la télé, je pense, parce que peur du racisme et tout, enfin bon bref. Mais du coup, quand même ce truc de waouh, je me suis pas dit waouh, je veux trop être écrivain, je me suis dit t'aimes bien écrire, peut-être t'es pas trop nul là-dedans, du coup tu seras journaliste. Et finalement, mon premier amour professionnel naît quand même d'une censure, mais d'une auto-censure, tu vois, de ce truc de bah non, mais enfin, allô, enfin, ouais, je veux être écrivain. Enfin, ça me semblait complètement lunaire de le penser et de le dire même, tu vois. De verbaliser ce rêve et cette envie, ça me semblait complètement zinzin. Et j'ai quand même la sensation qu'une bonne partie de ma vie, ça a été ne pas oser faire des trucs avec du recul. C'est-à-dire que par exemple, et c'est pour ça que j'admire les personnes qui rêvent, j'admire ces imbéciles qui rêvent entre gros guillemets parce que il y a une notion aussi de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? On est face à des gens qui sont intrinsèquement eux-mêmes. Et je trouve ça extrêmement sexy, tu vois. Alors pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a des gens qui tentent et puis... c'est pas ouf ce qu'ils font. Mais ils tentent, tu vois. Et donc il y a aussi une notion d'être hyper à l'aise dans ses baskets. De dire, bah je veux faire ça et je le ferai. Peu importe le regard des autres. Il y a une vulnérabilité. Et tu vois, moi par exemple, j'ai l'impression que toute ma vie, ça a été choisir le truc le plus safe. Par exemple, j'ai fait ES parce qu'on m'a toujours dit, ouais, bah, elle, ça ferme des portes. Alors que, enfin, pardon, mais, enfin, je suis un L refoulé. Je suis un L refoulé. Je, j'aurais été le mec le plus heureux de France en L. Hein? Bon, j'aimais pas mon prof de philo, qui était le même pour les L, les ES et les S. Et c'était vraiment un mec un peu détestable. Donc je pense que si j'aurais dû subir cet homme 10 heures dans ma semaine, j'aurais pu devenir complètement timbré. Mais au-delà de ça, putain, anglais appliqué, là... Non, c'était pas anglais appliqué. Anglais approfondi, putain, rien qu'avec ça, j'aurais eu mention très bien au bac. Bref, je déteste avoir des regrets, by the way. C'est un truc que... I don't do that. Les regrets, trop peu pour moi. Ceci étant dit, quand même ce truc de ma vie, la trajectoire de ma vie aurait été absolument la même, juste avec un peu plus de bonheur si j'avais fait elle, tu vois. Parce que je me serais pas tapé des maths, patati patata. Mais le choix safe. J'aurais pu dire à mon père et mes parents en général, non, tu sais quoi, je fais elle. Mais mon père me disait, t'es sûr? Et tu vois, cette incapacité d'oser dire, mais c'est pas ce que je veux. En fait, comme tu ne te poses pas la question de ce que tu veux vraiment, tu veux pas affronter ce que tu veux vraiment, tu peux pas avoir l'audace, les couilles entre guillemets, de dire bah non mais c'est ça ou rien, tu vois. Et donc bon bah je fais ES, je suis pas du tout nul en ES, mais je m'éclate pas. J'ai qu'une hâte en fait, c'est partir, je veux aller à la fac. Donc comme d'habitude, tu vois, j'étais en primaire, je voulais être au collège, j'étais au collège, je voulais être au lycée. Je suis au lycée, là j'en peux plus, je veux être à la fac. La fac c'est le moment où je vais enfin pouvoir quitter mon petit établissement là où t'as vraiment 500 élèves, tout le monde connaît la vie de tout le monde, énergie village qui me donne envie de vomir. Je me dis là ça y est, je veux me perdre dans l'océan de l'humanité de la fac. Je vais être dans une fac avec 17 000 personnes. Je veux ne pas recroiser des gens. Je veux ne pas être reconnu. Je veux ne reconnaître personne. Je vais à la Sorbonne. Mais il faut pas croire que je fais lettres. J'avais mis sur Parcoursup, parce que j'étais la première génération de Parcoursup, j'avais mis lettres modernes, des trucs comme ça. Je m'étais dit, enfin mec, vis ta vie de littéraire. Ah oui, mon gros projet à l'époque aussi, c'était faire une hypocagne. Parce que j'étais en mode, bon bah du coup...
quitte à ce que t'aies pas fait L avant, fais L fois 1000 en hyper difficile, mais au moins tu lis des livres tous les jours. Bon, ça aussi je vous l'avais déjà dit peut-être, je ne sais plus ce que je raconte dans ce podcast. Crainte énorme de faire un burn-out, avec du recul j'avais trop raison, j'aurais fait une dépression, enfin j'ai fini par faire une dépression. Mais bon, hey, voilà. Mais du coup, je me rends compte qu'Hippocane, c'est pas possible, en fait, je vais pas survivre. Je vais à la fac. Je fais une fac d'anglais à la Sorbonne, mais pas que de l'anglais. On veut encore ne pas se fermer des portes, donc je fais de l'éco. Oh, j'aimais déjà pas l'éco au lycée. J'ai poussé le truc. En vrai, c'était des cours assez intéressants. Plus porté sur la philosophie de l'économie, l'histoire de l'économie. En anglais, c'était pas des maths pures, même si j'avais des putains de cours de statistiques, auxquels j'ai échoué, évidemment. Bon, introduction à la socio. En vrai, plus de choses que j'aimais que de choses que j'aimais pas. Mais tu vois, encore ce besoin de sécurité. Je continue de me rajouter, en fait, des sortes de side quests avec des trucs que j'ai pas envie de faire. Mais par peur de dire, en fait, voilà. Comme a dit Demi Lovato un jour dans Camp Rock, this is real, this is me. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, bref. Je suis en train de paniquer là. Imaginez, j'enregistre et en fait, il y a un problème avec le son. Je me dis toujours ça, genre, ça fait 16 minutes que je parle. Non, j'ai décidé que ça allait fonctionner. Vous et moi, là, on décide que ça va fonctionner. Bref. Et donc, du coup, tout ça pour dire que très rapidement, je me suis dit, ok, tu sais quoi, et ton bac plus 5. Et peut-être que là, ce sera enfin le moment. Le moment où tu feras un truc que tu kiffes vraiment. Je fais des études de journalisme, du coup, donc je fais une L3, un M1 et un M2 en journalisme. Et pourtant, même au début dans le journalisme, ne pensez pas que je vais tout de suite faire un truc que je kiffe. Je me dis, je sais pas trop ce que je veux faire. Allez, je vais bosser dans la news généraliste. Apparemment, ça ferme pas de porte. Une fois que t'es passé par là, tu peux tout faire. Je n'aime pas la news. Je n'aime pas la news chaude. J'aime pas la news chaude, mais vous pensez qu'encore une fois, je vais avoir l'audace de dire je ne veux pas faire ça, je ferai enfin un truc que j'aime? No. Après, aucun regret, encore une fois. Je fais donc des stages en PQR, presse quotidienne régionale, parce qu'on me dit que ça ferme pas de porte, parce que je vois bien que les gens en école reconnue, ils ont fait ça. Donc je me dis, quitte à faire une école qui n'est pas reconnue, un jour je vous parlerai de tout le système journalistique et de comment ça fonctionne, plein de choses à dire, beaucoup de critiques à faire d'ailleurs. Ce sera pour un autre épisode. Mais du coup, je vais vivre en Bretagne et je vais vivre en Guadeloupe. Parce que je me dis, je veux m'éloigner de mon regard parisien de l'actualité. Je veux découvrir autre chose. Meilleure chose que j'ai fait de ma vie. Ça a été exceptionnel. 6 mois hors de Paris, j'aurais pas pu demander mieux. Je me sens enfin guadeloupéen. Je ne me sens plus touriste sur mon île. Exceptionnel. Je découvre la Bretagne, le Finistère, ma nouvelle terre d'adoption. J'adore la Bretagne. Je trouve ça exceptionnel. J'adore les Bretons. On adore. Et je reviens et encore une fois, je n'ose pas me dire que ce que j'aime, c'est la culture, quoi. Tu vois. Pourtant, c'est bien là. Pourtant, je passe ma vie au cinéma. Pourtant, je suis jamais aussi bon que quand je parle d'un truc pour lequel je suis passionné. Tu vois. Et pourtant, j'ose pas. J'ose pas. Peur viscérale de dire, en fait, ce que je veux faire, c'est de l'art. Parce que on y va crescendo. Je me dis, ok, je veux faire du journalisme culturel. Mais je me dis ça, les guys, en finissant mon M2. Parce qu'entre-temps, j'ai fait mon podcast, parce que j'ai fait Un homme en retard, je me retrouve invité sur BFM pour parler de Barbie. Je me dis, ok, peut-être que du coup, je suis pas trop nul, que mon podcast, il sert à quelque chose, qu'il parle à des gens, je reçois vos messages. Vos retours. Je me dis, mais c'est complètement fou, en fait. Il y a des gens qui m'écoutent, mais what do you mean, en fait? Mais c'est que vraiment, au bout de 5 ans d'études supérieures, que je me dis, ok, en fait, mec, t'aimes bien parler de culture. En même temps, tu ne consommes que ça. Il y a que ça qui t'anime, tu vois. Entre autres. Du coup, j'ai ouvert ma fenêtre. Du coup, je crois qu'il y a des gens dans mon quartier qui font des travaux. Mais bon, je sais pas si vous entendez. C'est pas grave. Et c'est que récemment, en fait, que je me suis dit, t'adores parler de culture. Mais un jour, t'en auras marre de commenter l'art des autres. Tu voudras faire de l'art. Et alors ça aussi, pour que je me le dise, pour
que je l'accepte. Et je pense que c'est parce que ça me semble tellement éloigné de moi. Pas du tout, enfin c'est moi. Je trouve ça logique d'une certaine façon qu'un jour j'ai envie de faire des films. J'ai tellement d'histoires à raconter et je sais comment je veux les raconter et j'ai l'impression d'être hanté parfois par certaines de mes envies. Moi je pense que si tu rêves d'un truc depuis trop longtemps, il faut le faire. C'est plus possible. Et moi j'ai des idées de films depuis que j'ai 17 ans, tu vois. Et puis limite parfois t'es en mode bon bah l'idée elle a l'air tellement cool qu'un jour quelqu'un le fera, tu vois, tu te dis l'idée elle est trop bien, quelqu'un en fera quelque chose un jour. Et le temps passe et personne fait des films sur ça et je me dis bon bah il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais en même temps, enfin, je pense que vous réalisez pas pour le mec que je suis, tu vois, non, avec mon histoire et mon parcours, que dire que je vais faire des films, ça me semble lunaire, tu vois. Alors que si j'avais eu une tante folle américaine, mais qui était venue à Paris et qui s'était jetée dans la Seine. Comme le personnage d'Emma Stone. Putain de merde, comment s'appelle le personnage d'Emma Stone dans La La Land? Lui s'appelle Sébastien. Sébastien. Ryan Gosling s'appelle Sébastien, ça je me souviens. Et elle s'appelle... J'ai envie de dire Olivia, mais je pense pas du tout. On va regarder en live. Comment elle s'appelle la dame? Here's to the fools who dreams. Na, 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 na. La La Land, Emma Stone. Mia. Waouh, Mia. Malheureusement, j'aurais pas retenu ce prénom. Et je suis bon en plus en prénom, en visage, mais Mia, j'avais oublié. Sebastian and Mia. Et donc, ouais. Et puis, je suis un mec dramatiquement pressé, c'est un peu ma nature, ce qui fait que j'ai toujours la sensation de courir après le temps, j'ai toujours la sensation d'être en retard. Et donc j'ai un peu la sensation que j'ai perdu beaucoup de temps à pas oser. Alors qu'en vrai j'ai que 24 ans, tu vois, et que je vais en avoir 25 et que il y a tellement de gens qui ont fait des choses géniales dans leur vie beaucoup plus tardivement. Mais j'ai la sensation que j'ai passé beaucoup trop de temps à avoir peur d'admettre que j'avais des rêves et que j'avais le droit d'avoir ces rêves et que j'avais le droit de tenter, tu vois. Et je sais que je suis pas du tout le seul. J'ai l'impression, oserais-je dire, que c'est générationnel. Je vois plein de gens autour de moi qui ont fait des études d'agroalimentaire, des études de sciences politiques, mais des trucs extrêmement sérieux où on s'imaginerait carriériste. Et en fait, on s'est tous rendu compte que ça faisait pas forcément sens, tu vois. Alors moi, pour le coup, je trouve que le journalisme fait encore sens dans ma vie. Le paradoxe de tout ça, c'est que j'ai toujours su que ce métier avait une date de péremption dans ma vie. C'est-à-dire que je sais que je ferai pas ce métier plus de 10 ans, par exemple. Genre, il y a de fortes chances que Marcus, 32 ans, 34 ans, peut-être je ne fais plus ça, en fait, tu vois. C'est fort probable. Ou peut-être pas du tout, en fait. Je deviens le red chef d'un média trop cool. J'essaye de contrebalancer le pouvoir de Bolloré. On ne sait pas. Mais je sais que le fil conducteur, c'est que j'ai envie de continuer à raconter des histoires, j'ai envie de continuer à permettre à des gens de raconter des histoires, j'ai envie de continuer de permettre à des gens de rêver. Et le truc complètement dingue, c'est que depuis que je me suis lancé sur TikTok et que du coup, j'imagine, je suis amené à être un peu plus médiatisé et perçu, reconnu. Des gens me... quand vous venez me voir et que vous me dites, mec, j'aime trop tes TikTok, je suis toujours sur les fesses. Ça me semble lunaire. Parce que c'est ça en fait, c'est moi maintenant dans un canapé, parce que God bless, j'ai un appartement. Mais c'est moi dans mon canapé ou moi dans mon lit à la base. Ça me semble encore lunaire que des gens m'écoutent et puissent être touchés par ce que je raconte. Mais c'est surtout quand je reçois des messages de personnes qui sont racisées et qui me disent waouh, voir un mec noir faire le métier que j'ai toujours eu envie de faire, ça me fait trop plaisir. Et là je suis en mode mais... C'est dingue. C'est complètement dingue. Oh. Déjà qu'en France c'est compliqué, dit ma voisine. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est drôle d'avoir un voisinage. Anyway. Donc ouais, je pense que je me rends compte que... Bon Bichette, je vais fermer la fenêtre, hein, parce que si on entend tout ce que raconte... Je crois que j'ai une voisine
qu'il y a une fille qui fait du violon. Et pour la première fois de ma vie, je crois que j'ai trop hâte de faire une fête des voisins parce que mes voisins sont trop nice. Mais du coup, ouais, pouvoir rêver. C'est un luxe de pouvoir rêver. Et moi, je pense que mon objectif, c'est que tout le monde puisse avoir les clés de lecture, de compréhension et accès à des choses qui te permettent de rêver, qui te permettent de nourrir ta créativité et ton imagination. Et pour moi, c'est l'art. Et donc, pour l'instant, je parle d'art et je veux que tout le monde puisse aller au cinéma et aller au musée et lire des livres et que les gens puissent nourrir leur curiosité en allant au cinéma. Et donc, j'ai envie de donner envie en commentant, en recommandant, en faisant des critiques. Et ça, c'est un peu la première partie de ma vie, quoi, professionnelle à travers le journalisme. Et puis je sais qu'un jour j'aurai envie de passer derrière la caméra, de prendre le stylo, d'écrire et de continuer à raconter des histoires. Mais je me le dis enfin. Ça y est, je peux plus faire semblant de plus savoir, j'ai envie de faire de l'art un jour. Et se le dire, c'est ouf en vrai. Mais ouais. Here's to the fools who dreams. Est-ce que je vous la mettrais pas? On mettrait pas un petit extrait? Là, ça va être... Qu'est-ce que... Ah! Peut-être je mets juste dans mon enceinte. Je la mets à l'enceinte, mais vous, je la mettrai en propre au montage. Et puis peut-être que la SACEM viendra choper mon col. C'est pour ça que je suis toujours content, peut-être que mon podcast marche pas trop... Enfin, il marche très très bien, on est content. Mais je fais pas des millions d'écoutes, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, je me dis tant mieux, parce que si je faisais des millions d'écoutes, je pourrais plus faire ce que je veux, genre mettre des musiques de La La Land sans payer personne, tu vois. Wouh, Slay! Bravo Emma Stone! Meuf, continue comme ça, tu pourras peut-être avoir un Oscar un jour. Je suis trop fun. Je rigole. I'm joking, je rigole. Waouh, en fait. Bah, j'en profite pour qu'on parle de La La Land parce que il y a deux types de personnes sur cette planète. Il y a les gens qui ont fait de La La Land leur personnalité et il y a des gens qui ont fait de leur personnalité le fait de détester La La Land. Ce film est sorti en 2019, je crois, ou 2018, peut-être. Je crois que ouais, je venais de quitter le lycée. Peut-être que je venais d'arriver à la fac, je sais pas. En tout cas, dans ces eaux-là. Et il faut savoir, ou comme dirait Amélie Nitan, il faut sachez, que, et c'est un truc que ma mère m'a transmis, quand quelqu'un me parle trop d'un truc, et que tout le monde me parle trop d'un truc, ça a tendance à me faire chier. Genre, ça peut un peu m'emmerder. Et ce qui est quand même très drôle, c'est que, grâce à mon métier, maintenant, c'est soit je vois des films avant qu'ils sortent, parce que, hey, beaucoup de chance des avant-premières, on est ravis, et que également, comme je suis un saltimbanque et que 2 jours dans la semaine, je fais ce que je veux, bah en vrai, je vais assez fréquemment au cinéma, donc, enfin, moi quand un film sort, si j'ai de la chance, soit je l'ai vu un petit peu avant, soit je l'ai vu la semaine de sa sortie. Ou sinon, parce que je reste un homme en retard, je peux découvrir des films, mais hyper tardivement. Genre Les Demoiselles de Rochefort, j'ai vu ce film en 2021, je crois, tu vois, ou en 2020, 2022, non, 2021. Peut-être 2020-2021. Parce que j'ai dû voir Les Demoiselles de Rochefort la même année où j'ai vu La La Land. Je crois que j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort avant La La Land. Donc ça devait être, ouais, en 2021, les guys, hein. Donc, tardivement, quoi. Et quand on me parle très souvent d'un film, et surtout qu'on me dit « c'est le film de l'année », ça me fait chier. Et c'est trop drôle, parce que moi, sur TikTok ou dans ce podcast, je vous dis des trucs du style « Nosferatu, c'est le film de l'année ». Mais, tu vois, quand c'est placardé sur toutes les stations de métro, que c'est partout, tu vois, ça me donne la flemme. Franchement, ça me donne la flemme. Et donc, La La Land, décrit comme le film de l'année, je vois cette affiche avec les deux qui dansent et qui font des trucs genre comme ça, là, je suis en mode, ok, whatever. À cette époque-là, mes chakras ne sont pas encore ouverts
aux comédies musicales. Je ne sais pas que je vais devenir un musical boy. Je ne sais pas encore que ça va être un nouveau trait de ma personnalité quelques années plus tard. Je n'en ai pas conscience. Et donc, ça me fait un peu chier, sachant que l'année de La La Land sort Moonlight. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop nul. Comment faire? Je veux toucher ce mur. Voilà, ok. Moonlight. Et Moonlight a été le film de mon année, pour ma part, en 2018 ou 2019. C'est fondamentalement un film qui a changé ma vie, mais ça, je vous en ai déjà parlé dans mon podcast sur l'importance de la représentation. Mais donc, du coup, moi, La La Land sort, j'ai un peu la flemme. Et je vois bien que plein de gens, notamment à la fac, notamment à la Sorbonne, qui se disent cinéphiles, tu vois, ils en font toute leur personnalité. Ça me barbe. Et donc, quelques années plus tard, parce que je crois qu'il est sur Netflix ou qu'il passe à la télé, je sais pas, je clique. Et je regarde La La Land. Et là, j'adore dès les premières secondes. Je trouve ça génial. Et je me dis, waouh, c'est vraiment bien. Je pense pas que j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort avant, parce que plein de gens qui n'aiment pas La La Land adorent dire que Damien Chazelle, il a rien inventé. Les gens disent, non mais Damien Chazelle, c'est juste un mec qui a trop kiffé La La Land, qui a trop kiffé Singing in the Rain, et donc il en fait des tonnes, et puis il fait que des références. Voilà. Il y a des gens très amers, très aigris, qui te feront comprendre que Damien Chazelle n'a rien inventé et que référencer, à un moment, c'est bien mignon, mais référencer sans inventer, ça sert à rien. Bon. Donc, je pense qu'à ce moment-là, j'ai pas vu Les Demoiselles de Rochefort parce que je ne vois pas, en effet, que Damien Chazelle a adoré Les Demoiselles de Rochefort et a puisé beaucoup de choses dans l'incroyable cinéma de Jacques Demy. Mais en même temps, Jacques, mon gros daron Demy, est quand même excellent dans ce qu'il fait. Donc, compréhensible. Et donc je regarde La La Land et je trouve ça génial parce que je suis un rêveur et que ça me parle et que je suis pas encore à ce stade de ma vie où j'ose, mais ça me donne envie d'oser. Je trouve que La La Land fait partie de ces films qui, en effet, te font aimer le cinéma. Désolé. Parce que c'est un film qui te transmet, je trouve, cette passion. Et ce qui est très intéressant, c'est que s'il y avait eu que le personnage de Mia, donc interprété par Emma Stone, ça m'aurait peut-être fait chier parce que les films sur le cinéma, j'ai un peu cette dualité où j'adore le cinéma, mais en même temps, ça peut très vite faire entre soi, tu vois. Mais le fait qu'il y ait aussi le personnage de Sébastien qui, lui, aime le jazz, et donc qu'on voit deux passionnés qui sont prêts à tout risquer pour vivre de leur passion, et aussi les plusieurs étapes par lesquelles tu passes quand tu as envie de vivre de ton art, les notions de compromis, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je trouve que c'est vraiment deux histoires qui se parlent entre elles. Enfin, ces deux personnages et ces deux parcours se parlent entre eux. Et c'est hyper bien fait. Alors en effet, quand tu regardes d'autres comédies musicales avec le temps, notamment celles qui ont inspiré La La Land, bon bah oui, enfin, en effet, La La Land s'assiera jamais à la table des Demoiselles de Rochefort, et c'est pas ce qu'on lui demande. Mais, moi, toujours dans ma dynamique de ne pas être un connard classiste, est-ce qu'on n'a pas juste envie de donner envie aux gens, de continuer à apprendre des trucs, à se nourrir, à ouvrir leur chakra? Est-ce qu'on n'a pas envie de continuer à permettre aux gens de rêver? Et ce qui est beau, c'est que ce film, il donne envie de rêver. Il donne envie de creuser. Et que c'est la sensation que j'ai ressentie en regardant toutes les comédies musicales que j'ai vues de ma vie. Et c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a rien de plus Hollywood, mais il n'y a rien qui encapsule mieux que le cinéma que les comédies musicales. Parce que c'est de la magie. C'est de la magie en barre. Non mais on te vend du rêve. Et c'est magique. Quand j'ai vu Singing in the Rain, j'étais choqué. Je l'ai vu l'année dernière, mais j'ai compris pourquoi est-ce que c'était le film préféré de plein de personnes. Et ça fait partie de mes films préférés. C'est un film, t'as les larmes aux yeux tellement c'est beau ce que tu vois, ça te donne le sourire, ça te donne envie de danser, t'as l'impression que tu te prends un bain de soleil. Et ça, il y a que les comédies musicales qui m'ont fait ressentir cette sorte d'euphorie et qui me font à chaque fois tomber encore plus amoureux de l'art, du craft, tu vois.
Et La La Land participe à ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont regardé plein de comédies musicales grâce à La La Land pour comprendre les références. Moi, c'était pas lié à ça, mais quand quelques mois plus tard, je regarde Les Demoiselles de Rochefort, je trouve ça, mais exceptionnel. Donc La La Land, c'est une bonne porte d'entrée, je trouve, pour la notion de rêve, pour la notion de passion aussi. Et c'est un film coloré, et c'est un film qui est très bien fait, et les musiques sont géniales. Parce que, j'en parlais il y a pas longtemps avec un pote, où je lui disais, bah, enfin, c'est pas que je me sens pas à l'aise à être journaliste musical, parce que je dis que je parle de culture, et je parle de tout type de culture, mais j'avoue que la musique, c'est peut-être l'univers où je me sentirais le moins à l'aise, parce que j'ai la sensation que pour faire des critiques d'albums, etc., il faut quand même une sorte de dextérité, mais après, je pense que c'est une question d'habitude, là où, par exemple, bon, bah, je me pose pas la question pour des films, vu que je parle de films tout le temps. Pourtant, la musique, j'en consomme tout le temps aussi. Mais le seul pan musical où je me sentirais à l'aise de parler dessus pendant des heures et des heures, vous le savez, c'est les soundtracks. Parce qu'en fait, je suis fondamentalement amoureux des musiques de cinéma. Et tous les films que j'aime ont des bandes-sons exceptionnelles qui m'ont marqué. Et pour moi, un excellent film est un film avec une excellente musique. Et La La Land, et le travail et la collaboration de Damien Chazelle et de Justin Hurwitz, c'est magnifique. Là, vous voyez, j'ai un tourne-disque et un de mes oncles m'a offert ça à Noël. La bande-son de Babylone, mais pareil, ça c'est exceptionnel. Je trouve ça génial. Et j'ai la bande-son de La La Land qui traîne quelque part. Ouais, elle est là, attendez, je pose mon micro. Voilà. Vous voyez ? C'est ma sœur qui m'a offert ça pour Noël, avec ma mère, il y a quelques années. Et cette musique est géniale. L'amour ouf aussi d'ailleurs. J'ai fait tout un podcast pour vous dire à quel point j'avais été un petit peu déçu du film, que j'ai pas trouvé que cette histoire d'amour était si folle que ça. Mais j'ai adoré la musique de John Bryan. Je l'ai trouvé exceptionnelle. John Bryan qui avait aussi fait la musique de Lady Bird. Et c'est là qu'en fait j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais tellement les bandes son que je retiens maintenant les mecs qui font les bandes son, les mecs ou les meufs, et que je suis en mode ah mais attends mais il a fait tel film, il a fait tel film, il a fait tel film. Maintenant c'est un argument qui me donne envie d'aller au cinéma, qui me donne envie d'aller expérimenter ça, tu vois. C'est de me retrouver aussi embarqué dans un univers musical. Et je trouve que le travail de musique et de composition de Justin Hurwitz est vraiment hyper qualitatif. Et j'adore, j'aime beaucoup La La Land, voilà. Je me souviens que quand je l'ai vu, chose qui m'arrive beaucoup quand j'adore un truc, j'avais envie de le montrer à tout le monde. Et sauf que bon, en vrai, autour de moi, beaucoup de gens avaient vu La La Land, donc je l'ai montré à ma sœur, je l'ai montré à ma grand-mère quand elle revient de Guadeloupe. J'adore lui montrer tous les films que j'ai vus et que j'ai trop aimé. Je suis genre, mamie, il faut que tu regardes ça, faut que tu lises ça. Et ma grand-mère avait adoré La La Land parce que ouais, c'est un film romantique. Et que moi je trouve pas ça fun ou edgy en fait de pas aimer l'amour en fait, de pas aimer le bonheur, enfin, et pourtant je suis le premier à adorer les films mélodramatiques. J'adore chialer au cinéma, j'ai rarement chialé de bonheur, j'ai beaucoup plus chialé de tristesse et j'adore ça, voilà. Mais parfois ça fait du bien d'être heureux quoi. Donc ouais, moi j'ai bien aimé La La Land. J'ai bien aimé La La Land. Je trouvais que c'était un bon film. Et ça fait un petit temps que je l'ai pas vu. Je pense que je pourrais le revoir dans pas très très longtemps. Ça va bien avec cette saison, ça va bien avec le printemps. Voilà. Est-ce qu'on se serait pas tout dit, mesdames et messieurs? Petit podcast de 42 minutes. Bah, je vous fais de gros bisous. N'oublions jamais que c'est important de rêver. Voilà. En tout cas, moi, je ferai tout ce que je peux à mon échelle pour vendre du rêve et permettre aux gens de savoir qu'ils ont le droit et qu'ils peuvent rêver. Et le meilleur endroit pour rêver, ça reste le cinéma. Du coup, j'aimerais bien y aller cette semaine. Peut-être j'y vais ce soir. En même temps, on m'a proposé d'aller voir un concert d'Azealia Banks. Yeah. Mais je crois que j'ai envie d'aller au cinéma. En tout cas, ce week-end, il faut que j'aille au cinéma. Ça fait trop longtemps. Bref. Gros bisous.